Votre cerveau a-t-il déjà ressemblé à un navigateur avec 100 onglets ouverts? Chacun clignote, réclame votre attention, joue sa propre petite musique. Une pensée s'accroche à une autre, qui s'accroche à une troisième, et vous voilà, au lieu de réfléchir à un simple email, en train de planifier mentalement un voyage sur Mars, tout en songeant à la composition chimique du carburant de fusée. Pendant ce temps, à côté de vous, est assis votre collègue, appelons-le Serge le Serein. Serge est aussi calme que la surface d'un lac un jour sans vent. Il reçoit une tâche, il l'exécute, il passe à la suivante, de manière linéaire, prévisible, efficace. Et vous, pendant ce même temps, vous avez déjà bâti 3 startups innovantes dans votre tête, écrit le synopsis d'un film oscarisable et imaginé comment résoudre la faim dans le monde grâce au mycélium. Seulement voilà, ce fameux email est toujours une page blanche. Et si je vous disais que ce chaos mental n'est pas un signe de TDAH, de procrastination ou de paresse, que ce n'est pas un défaut, mais la caractéristique d'un processeur incroyablement puissant, mais sauvage et indiscipliné. Cela s'appelle la pensée en arborescence. Et selon diverses estimations, seuls 2 à 3% des gens utilisent pleinement ce super ordinateur. Et la plupart d'entre eux ne soupçonnent même pas leur propre pouvoir. Imaginez votre processus de pensée comme une route. Pour la plupart des gens, c'est une autoroute bien nette à une seule voie. La pensée A mène à la pensée B qui mène à la pensée C. Clair, logique, séquentiel. Ce système, connu sous le nom de pensée linéaire ou séquentielle, est excellent pour accomplir des tâches standards. C'est ainsi qu'on nous a tous appris à penser à l'école. Mais pour vous, c'est peut-être différent. Votre seule et unique pensée n'est pas une étape, c'est un immense échangeur autoroutier. Elle ne mène pas à la pensée suivante, elle explose en un feu d'artifice de dizaines d'associations, de questions, d'hypothèses, de souvenirs et d'idées qui, à leur tour, se mettent aussi à se ramifier. C'est ça, la pensée en arborescence. Au lieu d'une route droite, vous avez dans la tête le plan du métro de Tokyo à l'heure de pointe, où toutes les lignes s'entrecroisent constamment. Et c'est un don incroyable. Il permet de voir des liens non évidents que les autres ne peuvent même pas imaginer. Vous pouvez trouver la solution à un problème de marketing en vous souvenant du principe de construction d'une cathédrale gothique. Mais ce don est en même temps la plus lourde des malédictions. Parce que lorsque chaque branche de votre arbre de pensée semble aussi brillante, juteuse et intéressante, laquelle choisir? Cette paralysie du choix mène à la procrastination chronique. Non pas par paresse, but parce que commencer une chose, c'est renoncer à 99 autres chemins tout aussi fascinants. Vous vous asseyez pour écrire un email, mais en cours de route, vous cherchez sur Google le synonyme parfait. Sur la page des synonymes, vous voyez une publicité pour un livre sur l'étymologie. Vous cliquez sur le lien, lisez la biographie de l'auteur qui s'avère être aussi un spécialiste en biologie marine. Et voilà, 1 heure plus tard, vous regardez, les yeux brillants, un documentaire sur les parades nuptiales des calamars des profondeurs. Et l'email n'est toujours pas écrit. Ça vous dit quelque chose? Ce dialogue intérieur constant, ce bruit mental est incroyablement épuisant. Il provoque une anxiété de fond permanente, un sentiment de culpabilité et l'impression d'être anormal, cassé ou tout simplement incapable de se concentrer. Surtout dans un monde construit par des personnes linéaires pour des personnes linéaires. Le système scolaire, la hiérarchie d'entreprise, les deadlines, tout est conçu pour la pensée séquentielle. Le terme pensée en arborescence a été popularisé par la psychologue française Jeanne Siaud-Fachin, qui a travaillé avec des personnes à haut potentiel intellectuel HPI. Mais mettons-nous d'accord tout de suite. On enlève toutes les étiquettes. Il ne s'agit pas de QI, d'élitisme ou du fait que certains seraient plus intelligents que d'autres. Il s'agit d'une architecture de pensée fondamentalement différente, d'un autre système d'exploitation du cerveau. Les neuroscientifiques suggèrent que la base de cela est une vitesse de transmission des influx nerveux plus élevée et un réseau de connexions neuronales plus ramifié. L'information n'est pas traitée séquentiellement, comme dans une file d'attente, mais en parallèle et de manière globale sur de nombreux canaux à la fois. Faisons une expérience de pensée. Je dis le mot « chaise ». Un cerveau à pensée linéaire répondra probablement « chaise, en bois, 4 pieds » pour s'asseoir. Simple et fonctionnel. Un cerveau à pensée arborescente lancera une cascade « chaise, design, la chaise de Van Gogh, son oreille ». Le post-impressionnisme. Pourquoi une chaise a-t-elle 4 pieds? Pour la stabilité, stabilité psychologique, le stoïcisme, Marc Aurèle. Peut-on faire une chaise avec un seul pied? Oui. Comment tiendrait-elle? Gyroscope, Segway. Échec du projet. Et il y a aussi la chaise électrique, la peine de mort, l'éthique. En une fraction de seconde, tout un univers de concepts se déploie dans la tête. Les avantages d'une telle pensée sont évidents. Une créativité phénoménale, une imagination richissime, une intuition stupéfiante basée sur la capacité du cerveau à analyser instantanément d'énormes quantités d'informations. Et aussi une empathie accrue. Vous pouvez instantanément vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et voir la situation sous 10 angles différents. Mais les inconvénients sont simplement le côté obscur de ces mêmes super pouvoirs. Le premier et le plus important, une fatigue mentale colossale. Votre cerveau ne se repose jamais.
Il fonctionne constamment à 150% de sa capacité. Deuxièmement, des difficultés de concentration. Chaque nouvelle pensée est une sirène vous appelant sur les rochers d'une nouvelle et fascinante procrastination. Troisièmement, l'inadaptation sociale. Il vous est souvent difficile d'expliquer le cheminement de votre pensée. Pour vous, c'est logique. Mais pour les autres, cela ressemble à un ensemble chaotique de faits. Vous donnez la conclusion J, en omettant à voix haute les 15 étapes intermédiaires de A à B qui vous semblaient évidentes. On vous trouve alors étrange ou illogique. Et quatrièmement, l'anxiété existentielle et le perfectionnisme. Quand vous voyez non pas 3 mais 100 chemins possibles, en choisir un, c'est tuer les 99 autres possibilités. Cela provoque une peur de faire le mauvais choix. Transportons cela dans des situations de vie concrètes. Prenons une tâche simple, choisir une destination de vacances. Personnage A, notre linéaire Léon, aborde la tâche avec la rectitude d'un rayon laser. Son dialogue intérieur, je veux la mer. En Espagne, il fait chaud et ce n'est pas cher. Ok, je regarde les billets pour Barcelone. Fin, tâche résolue en 5 minutes. Maintenant, regardons Anne l'arborescente. Son cerveau explose immédiatement. Vacances? Enfin, alors où? La mer? Ou plutôt la montagne? L'air y est plus pur? Ou peut-être un city trip en Europe avec des musées? Ou alors quelque chose de complètement exotique, comme du bénévolat dans un refuge pour éléphants en Thaïlande? Ce serait tellement riche de sens. Stop le budget. Si je vais en Thaïlande, le vol coûtera la moitié. Si c'est l'Europe, je peux économiser, mais il y aura des foules de touristes. Je déteste les foules. Et l'hôtel? Est-ce que la vue sur la mer est importante ou vaut-il mieux économiser cet argent pour les expériences? Et quelles expériences je veux au juste? Détente ou aventure? Oh, et l'écotourisme? Ça réduirait mon empreinte carbone. Mais ces voyages sont généralement plus chers. Peut-être que je devrais juste partir en randonnée dans mon propre pays. 2 heures passent. Anne est assise, entourée de 50 onglets ouverts dans son navigateur, se sentant complètement vidée, surchargée d'informations et n'ayant pas avancé d'un pouce. Ou encore, une situation de travail typique. Le patron s'approche d'Anne et dit « Anne, envoie-moi le rapport des ventes du 3e trimestre, s'il te plaît. » Linéaire, Léon aurait entendu une instruction simple. Ouvrir dossier flèche, trouver fichier X flèche, cliquer sur envoyer. Le cerveau d'Anne, lui, lance une cascade analytique complexe. Le rapport, lequel exactement? Le final ou le provisoire? Sûrement le final. Mais il a vu la dernière version où les ventes ont chuté de 15%, il va sûrement me demander pourquoi. Je dois être prête. Cette baisse est liée à cette campagne publicitaire ratée sur les réseaux sociaux. Pourquoi a-t-elle échoué? Parce que les créations étaient la faible. Et pourquoi les créations étaient la faible? Parce que le designer était surchargé. Et pourquoi était-il surchargé? Parce que nous visions le mauvais public et changions constamment le cahier des charges. Donc, notre stratégie marketing est fondamentalement erronée. Et cela reflète un problème général dans l'entreprise, l'absence de vision à long terme. Je ne dois pas seulement envoyer le rapport, je dois préparer une note d'analyse et une présentation de 20 diapositives expliquant comment nous devons restructurer tout le marketing pour sauver l'entreprise. Finalement, soit elle envoie le simple rapport, mais passe la journée à angoisser, soit elle passe une journée entière sur une présentation inutile, s'épuise et s'attire l'incompréhension de son patron. Alors, que faire ? Essayer de briser votre cerveau pour le forcer à devenir linéaire, c'est comme essayer de forcer un aigle à nager comme un canard. Impossible, stupide et frustrant. Votre tâche n'est pas d'abattre votre arbre mental, mais d'apprendre à l'entretenir. Devenir le sage jardinier de votre esprit. Voici 4 techniques pratiques pour vous aider à transformer le chaos mental en un super pouvoir maîtrisé et productif. Technique numéro 1, la décharge externe ou le second cerveau. Votre tête n'est pas un entrepôt à idées, c'est un générateur d'idées. Arrêtez de l'utiliser comme un disque dur. Le principal ennemi de la pensée arborescente est la tentative de garder toutes les branches innombrables dans la mémoire vive. Cela provoque une surcharge. Alors, créez-vous un second cerveau. Utilisez les outils qui vous conviennent, carte mentale numérique, application de notes ou même un simple carnet en papier. La règle est simple, dès qu'une idée, une pensée ou une tâche sans rapport avec votre activité actuelle apparaît, notez-la immédiatement dans votre second cerveau. Non pas pour y réfléchir tout de suite, mais au contraire, pour vous donner le droit de l'oublier. C'est un acte d'hygiène mentale, vous réduisez la charge cognitive et l'anxiété. Votre cerveau se calme, sachant qu'aucune idée géniale ne sera perdue. Technique numéro 2, le principe du « assez bien » contre la tyrannie de l'idéal. Le perfectionnisme est l'ombre de votre don. Le désir de trouver la solution parfaite parmi des milliers de branches possibles vous paralyse. Vous devez consciemment adopter le concept d'un résultat assez bon. Il ne s'agit pas de médiocrité, mais d'efficacité. Avant de commencer une tâche, demandez-vous quel est l'objectif minimal viable. À quoi ressemble un résultat qui résout 80% du problème? Le but n'est pas d'écrire l'email parfait qui entrera dans l'histoire de la correspondance d'entreprise, mais de transmettre clairement et poliment l'information A à la personne B. Souvenez-vous de la célèbre loi de Pareto. 20% des efforts produisent
80% des résultats. Concentrez-vous sur ces 20% essentiels. Les 80% d'efforts restants que vous consacreriez à atteindre un idéal mythique ne seront probablement même pas remarqués. Technique numéro 3, la méthode de l'entonnoir, du chaos à l'ordre. Cette méthode vous permet d'utiliser les points forts de votre pensée tout en lui donnant une structure. Elle se compose de 2 phases claires, la divergence et la convergence. Phase 1, divergence, l'expansion créative. À cette étape, vous donnez à votre cerveau une liberté totale. Organisez une séance de brainstorming. Prenez une grande feuille de papier et déchargez toutes les branches de votre arbre de pensée, même les plus absurdes, sans critique, sans jugement. Phase 2, convergence, le resserrement logique. C'est maintenant que vous mettez votre casquette de critique, d'éditeur et de stratège. Regardez le chaos que vous avez créé, regroupez les idées similaires. Rayez ce qui n'est manifestement pas pertinent. Utilisez une matrice d'Eisenhower ou une autre méthode de priorisation pour choisir les 2 ou 3 idées les plus prometteuses et réalistes. Et, le plus important et le plus difficile, choisissez une seule idée à mettre en œuvre maintenant. Les autres vont au parking à idées. D'abord, vous jetez un large filet pour attraper tous les poissons, puis vous choisissez et ne sortez consciemment que celui dont vous avez besoin aujourd'hui. Et enfin, technique numéro 4, le parking à idées. C'est une astuce simple mais incroyablement puissante pour garder le cap. Vous travaillez sur une tâche importante et ennuyeuse, comme ce fameux rapport. Et soudain, une idée de génie pour un nouveau projet qui va changer le monde vous vient à l'esprit. Que faites-vous d'habitude? Vous ne pouvez pas résister. Vous basculez juste pour 5 petites minutes et vous tombez dans le terrier du lapin pour 2 heures. Concentration perdue. Au lieu de cela, créez-vous un endroit dédié, un parking. Cela peut être un carnet distinct, une note dans votre téléphone ou un tableau Trello. Dès qu'une telle pensée pirate apparaît, vous ne la combattez pas, vous ne l'ignorez pas. Vous la notez rapidement en 2 mots dans le parking et vous retournez immédiatement à la tâche principale. Par cette action, vous dites à votre cerveau « Merci, je t'ai entendu, c'est une idée précieuse, je l'ai sauvegardée, nous y reviendrons plus tard ». Cela apaise l'obsession et préserve votre précieuse ressource de concentration. La pensée en arborescence n'est pas un trouble, ni un défaut, ni une raison de s'auto-flageller. Dans un monde de plus en plus complexe, la capacité à voir le système dans son ensemble, à générer des solutions non conventionnelles et à s'adapter rapidement est un véritable trésor. Votre problème n'est pas comment vous pensez. Le problème est qu'on ne vous a jamais appris à vous en servir. On vous a donné dès la naissance la télécommande d'un vaisseau spatial complexe, mais avec le mode d'emploi d'un vélo d'enfant. Et vous avez passé votre vie à essayer de pédaler. Les techniques que nous avons vues sont votre nouveau et véritable manuel d'utilisation. Déchargez vos pensées dans un second cerveau, appliquez le principe du « assez bien » pour vaincre la paralysie. Utilisez la méthode de l'entonnoir pour structurer le chaos. Égarez les idées brillantes mais inopportunes pour garder le cap. Arrêtez de vous battre contre votre esprit. Commencez à collaborer avec lui. Écoutez-le. Votre cerveau n'est pas cassé. Il est juste incroyablement, phénoménalement puissant. Apprenez à le piloter. Et vous transformerez la tempête mentale assourdissante en une source inépuisable d'idées de génie, capable de changer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure.